Vous aimez le marketing, vous avez fait le bon choix d'être présent pour cette conférence. On va échanger avec vous toutes et vous tous et je vous donnerai l'occasion de poser vos questions à notre invité. Donc le micro va passer dans la salle, donc n'hésitez pas à vous lever la main. On va demander d'ailleurs un éclairage pour qu'on puisse mieux vous voir les uns les autres. Donc c'est vous qui allez converser avec notre invité. Je suis très heureux d'accueillir ce matin notre grand témoin pour cette édition 2022 d'Inbound Marketing France. Ce grand témoin, c'est un spécialiste du marketing. Il s'appelle Stéphane Lundy. Il est auteur de Psychomarketing, attirer et fidéliser encore plus de clients. Il a élaboré une méthode qui s'appelle le psychomarketing. C'est une méthodologie inédite qui repose sur la science et l'expérience. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est fondé sur le fonctionnement cérébral. C'est une approche qui permet d'attirer, de fidéliser encore plus de clients pour décupler les ventes. Je pense que ça va tous vous intéresser. Stéphane, bonjour. Bienvenue à toi. PPC. Ravi de t'accueillir ici. On parle de quoi ce matin quand on parle de psychomarketing ? Alors, je vais répondre à cette question, mais tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier Michel Brébillon et son équipe pour cet accueil et pour avoir créé cette manifestation, cet événement qui est incroyable dans ce lieu riche de culture et à la fois impressionnant. Donc, merci à lui. Et ça m'intéresse de mieux vous connaître, vous également. Donc, peut-être, est-ce que vous pouvez peut-être lever la main pour tous ceux qui sont d'accord avec le fait qu'on est là quand même pour finalement faire plus de chiffre d'affaires. Oui ? Allez-y. Est-ce que pour vous, faire plus de chiffre d'affaires, pour vous, c'est avoir plus de clients aussi ? Oui ? Levez la main pour ceux... Voilà. Il n'y a pas toutes les mains de se lèvent. Pas toutes les mains de se lèvent. Ouais. Et est-ce que vous êtes convaincu comme moi que pour faire plus de chiffre d'affaires, il ne faut pas seulement plus de clients, mais surtout les garder plus longtemps ? Oui, c'est le cas, très bien. C'est pas mal, là. Je pense qu'on va bien s'entendre du coup, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est effectivement le psychomarketing. Et ce dont on va parler, c'est comment attirer des clients comme un aimant attire le fer et les fidéliser pour de bon. Donc, du coup, qu'est-ce que le psychomarketing ? Le psychomarketing, c'est une nouvelle méthodologie qui se base principalement sur les activités cérébrales, sur l'humain. Et en fait, on va déclencher une succession d'étapes psychiques chez une personne pour l'amener à un résultat marketing. Le résultat marketing, ça peut être l'inscription à une lettre d'information, mais de manière ultime, ce résultat marketing, c'est un client fidèle qui revient sans arrêt, un ambassadeur. Bon, c'est pas mal ça comme définition. Le fait que tu aies mis en place ta méthodologie, je crois qu'elle tient sur 7 points, c'est ça, à peu près clé. Tu peux nous en parler un petit peu plus avant que des questions arrivent de la salle. Les micros vont passer et commencer déjà à préparer vos questions. Ces 7 points de ta méthodologie, ils reposent sur quoi, Stéphane ? Oui, alors peut-être il faut revenir un petit peu à l'origine. Ouais. Un constat simple, c'est que le marketing qu'on connaît tous, que vous utilisez dans vos entreprises, malheureusement ne fonctionne pas très bien. On sait que si on utilise par exemple un tunnel de vente classique, on échoue dans 98% des cas si on a un bon taux de conversion de 2%. Un tunnel de conversion en général qui est basé sur 3 ou 4 points, donc on commence par créer de la notoriété, ensuite on développe de l'intérêt, puis à la fin on essaie de convertir. Mais ce n'est pas suffisant et au fil de mes expériences au sein de grands groupes comme Nestlé, Danone, Nespresso, mais également de plus petites entreprises et de sites e-commerce et autres que j'ai accompagnés ou créés, j'ai justement essayé de comprendre quels sont les leviers qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent moins bien. Et un des constats, c'est qu'on a appris plein de choses ces 50 dernières années sur comment fonctionne le cerveau, par exemple, les sciences cognitives, les sciences comportementales. Il existe plein de disciplines, comme par exemple également tout ce qui concerne, par exemple, l'analyse transactionnelle ou l'hypnose, ou tous ces éléments-là qui nous servent en fait d'outils pour convaincre et pour fidéliser. Et donc, du coup, c'est en mélangeant tout ça, en faisant des tests, que le psychomarketing a été créé sur une base scientifique, mais aussi empirique de l'expérience. Et donc, ces 7 points, ce sont 7
cet élément ou cette étape qui vont permettre de déclencher des étapes psychiques chez une personne pour finalement la rendre fidèle. La première étape, peut-être je peux les expliquer les unes après les autres, c'est une étape qu'on nomme la pré-influence. La pré-influence, c'est simplement de faire en sorte que les gens soient convaincus par votre entreprise, par votre produit, avant même qu'ils aient eu le moindre contact avec vous. C'est un peu comme si, par exemple, vous vous baladez juste avant le déjeuner dans une rue et que vous sentez la bonne odeur d'un restaurant. Vous n'êtes pas encore entré, mais vous êtes déjà convaincu par cette odeur. C'est la même chose, la pré-influence. Un exemple typique, c'est un outil de pré-influence, c'est la fuite. La fuite, personne ne vous le dira comme ça, mais fin avril, début mai, Google a lancé sa montre connectée, la Pixel Watch. Mais c'était étonnant parce que fin avril, comme par hasard, dans un restaurant à quelque part aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a oublié une Pixel Watch. Ouais. Et donc, cette Pixel Watch a été trouvée par un blogueur qui en a parlé en des termes élogieux. Si on avait voulu orchestrer ça, on n'aurait pas mieux fait. Donc, c'est un exemple de pré-influence. Ouais. Après, une fois qu'on a pré-influencé son marché, il y a d'autres outils qui existent dans la méthode, évidemment, on passe dans l'étape d'attraction. Et l'étape d'attraction, le but, c'est de créer le plus de valeur possible en amont pour faire en sorte que le suspect devienne prospect et nous donne ses coordonnées. Parce qu'aujourd'hui, en marketing, on ne peut plus non plus se baser sur les données tierces complètement, étant donné qu'il faut se réapproprier les données. Okay ? Donc, on va par exemple donner de la valeur en échange de coordonnées. Ça peut être typiquement, ça peut être l'ancien livre blanc qui fonctionne toujours, mais il faut en général donner de la valeur en avance pour pouvoir faire en sorte que les gens veuillent faire partie de notre base de données au final. Une fois qu'on a le prospect et que le client, le futur client est dans notre base de données, c'est à ce moment-là qu'on va continuer à donner encore plus de valeur. Tout d'abord en démontrant ce qu'on appelle la transformation, c'est-à-dire qu'on va démontrer comment notre produit va transformer le prospect de son état actuel, soit en démontrant l'objectif qu'il essaie d'atteindre, c'est-à-dire le résultat qu'il souhaite atteindre, ou le problème qu'il souhaite résoudre. Comment est-ce qu'il sera une fois qu'il aura résolu son problème ou qu'il aura atteint son objectif ? Ça, c'est l'étape de transformation. Ensuite, on va rentrer dans une autre étape qui s'appelle l'engagement. Et l'engagement, c'est très important d'avoir des gens impliqués dans ce qu'on fait. Et donc l'engagement, ça consiste à raconter une histoire ou des histoires pour faire en sorte qu'il y ait un lien émotionnel entre le produit ou l'entreprise et nous. Un exemple fameux, c'est les carnets Moleskine. Oui, les fameux, ouais. Typiquement, quand on écrit quand on a son Moleskine avec soi, on a presque l'impression d'être un artiste ou Picasso, que sais-je. Alors qu'en fait, la marque a été créée en 1997 et que finalement, c'est uniquement du storytelling. Mais c'est une magnifique histoire. Un autre exemple d'histoire, ça peut être l'histoire d'origine de votre entreprise. L'histoire fondatrice d'Apple, par exemple, avec les deux Steve, c'est un bon exemple de storytelling. Donc l'engagement est une étape très importante. Un des outils, c'est le storytelling, il y en a d'autres. Et ensuite, on rentre dans une autre étape qui s'appelle la tantalisation. La comment ? La tantalisation. Tu écris ça comment ? Tantalisation. Alors, en fait, tantaliser, ça vient du supplice de Tantale, qui consiste à faire désirer quelque chose d'apparence inaccessible. Et en fait, l'idée derrière, c'est que plus quelque chose devient inaccessible qu'on a désiré, plus on le désire réellement. Et donc, si on arrive à tantaliser les gens, c'est typiquement quand vous êtes à l'entrée d'une boîte de nuit et qu'il y a un garde devant et qui vous empêche d'entrer, vous avez encore plus envie d'y aller. Si on vous met par exemple, si on vous dit que vous pouvez par exemple adhérer à tel club uniquement sur parrainage, vous avez encore plus envie d'y participer, d'y prendre part. Et cette étape de tantalisation, c'est de mettre, pas forcément de retirer complètement l'offre, mais de mettre quelques barrages, et c'est contre-intuitif parce que plus on va mettre de barrages devant l'offre, plus les gens auront envie de la saisir.
Je te fuis, tu me suis. Exactement, c'est exactement ça. Exactement. Ok, donc on a bien compris ça. Il y a encore d'autres points dans ta méthode là? Il y en a encore deux qui sont les plus importants, ne sont pas encore évoqués. Le suivant, c'est l'étape de là, transaction. Tu nous fais le supplice de Tantale, en fait. Il fallait avoir les 5 premiers pour avoir les 2 derniers, c'est ça? Oui. Donc l'étape suivante, c'est l'étape de transaction où on va transformer notre prospect en client en utilisant une offre irrésistible dans laquelle on va démontrer qu'on offre tellement plus de valeur que la contrepartie financière qu'on en demande. Et la dernière étape, c'est l'étape la plus importante, qui est l'étape de récurrence, où on va utiliser tout plein d'outils pour transformer le désormais client en ambassadeur. Le premier outil, c'est des outils de réassurance, parce qu'on a toujours des fois un remords post-achat, mais ça peut être des outils de community management, de créer une communauté derrière le produit. Ça peut être la technique, par exemple, des œufs de Pâques, c'est-à-dire qu'on va créer de la surprise tout au long de la relation qu'on a avec le client. Donc voilà les 7 étapes, et c'est important de mentionner que ces 7 étapes-là, c'est important de il y a un ordre dans lequel qu'il faut respecter. On peut en sauter certaines, notamment en B2B, la tantalisation ne fonctionne pas forcément, ou alors il faut la transformer. Mais c'est toujours important de créer une relation bienveillante et authentique avec le suspect, le prospect et le client. Et plus cette relation est bienveillante et authentique dès le départ et perçue comme telle, plus ce sera efficace. On a les 7 points. On ne va pas faire d'interrogation écrite, je vous le promets. Je voudrais qu'on prenne des questions dans la salle. Il y a Vincent qui a levé la main. Vincent, peut-être que tu peux lever la main pour qu'on puisse te voir. Est-ce que vous pouvez passer le micro à Vincent? Il est devant, plus haut la main. Et peut-être lève-toi, Vincent. C'est plus facile pour qu'on puisse te voir. Tu as une première question pour Stéphane. Par rapport à ce que Stéphane vient d'exposer, sa méthodologie, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu as envie de lui demander? Bonjour, moi j'étais intéressé par la tantalisation que vous avez expliqué. J'aimerais bien que vous alliez plus loin, parce que vous avez dit plus on met de frein et finalement plus ça va attirer. Donc je vois bien le concept de la boîte de nuit, mais sur le marketing je vois un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples concrets, s'il vous plaît? Merci Vincent. Bien sûr, donc il y a plusieurs exemples. Il y a typiquement des universités qui vont proposer de mettre en place un dossier de candidature, sans quoi c'est impossible de rentrer. On peut utiliser ce genre d'outils également pour vendre certains produits, en particulier des produits pour augmenter en fait la perception de valeur du produit, de rajouter justement certains barrages ou certains éléments, comme par exemple, ça peut être un dossier de candidature, ça peut être par exemple du parrainage également. Il y a beaucoup de services qui proposent, des clubs qui proposent une entrée uniquement sur la base d'un parrainage. Et plus en fait on va créer, et il faut le faire en fait de manière subtile, parce qu'on peut aussi rater cette étape, et c'est pour ça qu'elle est un petit peu délicate, mais en même temps elle est très efficace quand elle est bien faite. Mais ça va également augmenter la perception de valeur du produit, ce qui fait que dans l'étape de transaction, c'est-à-dire l'étape d'après, on va pouvoir vendre plus cher et augmenter nos marges également. Donc moi, j'utilise typiquement ce genre d'outils également dans certains sites que j'ai développés, ça peut être des ventes de programmes de formation, ce genre de produits-là. Et cette étape de tantalisation permet justement de renforcer le côté presque inaccessible et donc de faire venir des gens également plus motivés par la suite. Okay, merci beaucoup. Il y a une autre question. Est-ce que tu peux te lever, te présenter? On ne voit pas tout Stéphane, avec la lumière. C'est Stéphane Truffet. Salut Stéphane. Donc enchanté. Stéphane, tu as parlé effectivement de bienveillance. Quelle est la frontière entre la bienveillance et l'arnaque? Première question. Deuxième question, j'en ai 3 en fait. On joue également beaucoup, quand on parle de psychomarketing, sur les biais. Quels sont-ils? C'est quoi les biais finalement qui fonctionnent le mieux? Et est-ce qu'il y a un rapport entre le copywriting et le psychomarketing? Alors, on attaque avec la première question. Première question tu qui, peux je nous la pense, est répéter? la plus importante. C'est où la frontière finalement entre
j'applique de la bienveillance pour finalement intéresser et attirer mes clients, ou je tombe dans quelque chose un peu arnaque? Stéphane. Ok, donc je pense que c'est 3 excellentes questions. Donc, concernant la première question, je pense qu'en tant que marketeur, on a tous cette responsabilité de bienveillance. Et je pense que la différence, elle est dans l'intention. Finalement, si on a un produit de valeur, et en fait, le postulat de base, c'est d'avoir un produit qui délivre beaucoup plus de valeur que la contrepartie monétaire qu'on en attend, et d'avoir une intention bienveillante envers ses clients. Et pour moi, c'est un fondamental. Et ça, tout est dans l'intention. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la première question. Quelle était la deuxième question? On va te demander, Stéphane, de reprendre le micro pour nous poser ta deuxième question. Merci. Oui, alors, tu peux te relever aussi parce que tu es filmé en même temps, donc tout va bien. Donc, deuxième question, c'était le rapport entre le psychomarketing et les biais cognitifs. Et si tu utilises justement ces biais cognitifs, quels sont-ils? Donc, excellente question aussi, effectivement. Donc, la première chose, c'est qu'une des différences entre le marketing, on va dire, traditionnel et le psychomarketing, c'est qu'en marketing traditionnel, on a tendance un jeune marketeur, on va lui dire, OK, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas faire une persona de ton client idéal, ou un avatar, peu importe comment on l'appelle. En psychomarketing, on renverse ça. Et on ne commence pas par faire un persona ou un avatar de son client, parce que nous, marketeurs, sommes biaisés d'entrée. On a tous nos biais cognitifs, nos limites mentales, et donc on ne sera pas forcément objectif et clairvoyant sur son marché. Donc il va falloir d'abord qu'on fasse sa propre introspection, qu'on comprenne bien ses propres biais cognitifs, avant de créer ce que moi j'appelle un client spécimen, c'est-à-dire de pouvoir dresser le portrait du client idéal, de manière beaucoup plus objective, parce qu'on sait quels sont nos biais de perception. Alors il y a plein de biais de perception. Si vous pouvez vous faire le test, vous allez sur psychomarketing.com/test, vous faites le test et vous verrez, il existe plein de biais de perception. L'un d'eux que je peux peut-être mentionner, c'est le fait de chercher forcément des informations qui valident déjà nos croyances. Et on a tous cette tendance-là. Comment il s'appelle ce biais? C'est le biais je ne sais plus par cœur maintenant, je pose une colle PPC là. Mais, le biais de confirmation, c'est le biais de confirmation, c'est possible, c'est possible. Ouais. Oui. Mais il y en a une quarantaine de biais cognitifs comme ça. Il faut bien les connaître, bien se connaître à travers ces biais, se dire ok, j'ai ce biais-là. Mais il y a aussi les biais de croyances personnelles, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir nos croyances établies. On pense par exemple que le marché, on ne peut pas lui vendre plus cher parce qu'il ne va pas acheter. Mais tant qu'on n'a pas vérifié cette croyance-là, qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas savoir. Donc c'est pour ça qu'en psychomarketing, on part des biais, de ses propres biais cognitifs, de son introspection. Socrate disait « connais-toi toi-même ». Technotis et auton, c'est ça? C'était voilà, la façon de le dire en latin, ouais. C'est d'où les biais cognitifs. Ensuite, il faut comprendre aussi les biais cognitifs de son marché, de ses clients. Nos clients ne réagissent pas de manière rationnelle, au contraire, de manière très émotionnelle, et ils ont eux-mêmes leurs biais cognitifs. Et c'est là aussi l'autre travail d'empathie, une fois qu'on connaît ses propres biais cognitifs, qu'on dresse le client spécimen, eh bien de comprendre les biais cognitifs du client. Et la dernière chose aussi qui est importante, c'est qu'on ne va pas s'adresser au client spécimen tel quel, on va s'adresser au plus sceptique des clients spécimens en psychomarketing. Parce que si on arrive à convaincre le plus sceptique des clients, forcément, derrière, ça va être beaucoup plus simple, parce que qui peut le plus peut le moins, au final. Hein. Donc, on attaque le plus difficile, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Oui. Moi, avant de prendre la troisième question de Stéphane, ce que je trouve intéressant dans ton approche, c'est de dire on va commencer par nous, par poser en fait, le sac en fait, de nos propres biais cognitifs. Mais quand on travaille dans des grandes entreprises, on travaille en équipe. Donc on fait d'abord le travail sur chacun, on fait le travail d'un collectif. Comment ça se passe? Comment on met ça en place dans une équipe? Je ne sais pas, celles et ceux qui sont présents avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans des grosses entreprises, dans des grandes entreprises? Vous pouvez lever la main. Ouais, ok. Comment on s'y prend justement pour le faire en équipe, ce travail de nous allons poser nos biais cognitifs de tous ensemble? On fait comment? Alors, ça peut être intéressant de faire le test, et puis ça peut être aussi intéressant d'avoir le regard extérieur des autres, de faire un peu une sorte de 360 degrés, et d'essayer de comprendre
par la vision des autres que les autres ont de nous-mêmes, comment est-ce qu'on est perçu, et ça permet aussi d'être plus objectif sur soi-même. Mais derrière, je pense qu'il y a quand même un travail d'introspection personnelle. On ne peut pas juste le faire en équipe, parce que voilà, il y a une partie en équipe, je pense, dans une grande entreprise, c'est l'avantage d'avoir des équipes, mais il y a aussi une partie, un travail personnel à faire sur soi. Ok, alors tu nous parlais des clients finalement les plus difficiles à convaincre, c'est avec eux que tu dis c'est avec eux qu'il faut aller. C'est pas tout à fait une stratégie océan bleu, ça. Tu vas aller chercher les endroits où c'est le plus dur, là où il y a peut-être le plus de concurrence. Alors, aussi. En fait, on ne parle pas forcément du marché. Là on a déjà identifié notre marché, c'est alors océan bleu éventuellement, ou alors on crée son propre océan bleu. Mais derrière, une fois qu'on a son océan bleu, on a forcément des clients sceptiques, forcément des clients qui ont beaucoup d'objections. Et en allant chercher le plus sceptique des clients, on lève toutes les objections des autres clients. C'est un peu ça l'idée. Ok, donc en fait, on va aller chercher finalement une conversation, des gens qui vont dire ça ne marchera pas votre truc, et ça donne du fuel pour trouver des solutions et pour vraiment visser un produit qui sera acceptable par tous. C'est ça l'approche. Oui. D'accord. Dans la méthodologie, il y a une vingtaine de questions. Oui. Répartis en 4 thèmes et qui permettent justement de dresser le portrait du client spécimen sceptique. Ok, le spécimen sceptique, je pense que vous en avez tous des spécimens sceptiques. Une méthodologie aussi pour bien comprendre les clients, c'est la méthode de Taishi Ohno des 5 pourquoi. C'est qu'à chaque fois que vous avez la réponse d'un client, vous vous dites pourquoi. Quelles sont les croyances sous-jacentes de ce client? Puis ensuite, vous vous dites, ok, mais pourquoi il a ces croyances? Vous faites pourquoi 5 fois jusqu'à trouver la racine. Puis là, vous arrivez vraiment à dresser un portrait beaucoup plus net de votre client. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, de connaître bien ses clients. Ouais, ça me rappelle dans ce diagramme d'Ishikawa, c'est ça, le diagramme en arête de poisson des 5 pour toi. Je voudrais, Stéphane, peut-être reprendre le micro pour nous poser ta troisième question. Oui, troisième question qui porte sur le copywriting, qui est très à la mode actuellement. Quel est le lien que tu fais entre le copywriting et le psychomarketing ? Alors, il y a un lien évidemment, puisque il faut savoir que, alors on fait tous du marketing digital maintenant, on utilise beaucoup ça, on a fait avant on achetait beaucoup des GRP en télévision, mais avant nous, il y a des marketeurs qui ont fait un travail fantastique, principalement aux États-Unis, qui faisaient du marketing direct, qui ont développé en fait des outils pour pouvoir convaincre les gens en leur envoyant des mailings adressés. Et ils utilisaient pour ça un langage super persuasif qu'on appelle le copywriting. Et donc, le copywriting fait partie entièrement du psychomarketing à ce titre. Parce que l'étude du copywriting, au final, c'est l'étude du comportement humain et de savoir exactement ce qui fait agir les gens. Donc, effectivement, il y a un lien étroit entre le copywriting et le psychomarketing. Qui pratique de l'inbound marketing ici? Ouais. Le monsieur à la casquette, j'aimerais qu'on lui passe le micro. Si c'est possible, juste devant au premier rang. Merci beaucoup. Je voulais savoir, par rapport aux propos de Stéphane, comment toi tu réagis, si tu pratiques de l'inbound marketing. Est-ce que ça t'amène à te poser des questions, là, ce que tu apprends aujourd'hui? Alors, complètement. Tu peux te le lever, peut-être? Merci. Non, on nous regarde. Ouais, voilà. De présenter, peut-être, je ne vois pas trop avec la lumière. Je m'appelle Chris, je travaille chez Lucas, on est un éditeur de logiciels RH. Ouais. Et on fait de l'inbound marketing depuis maintenant 7 ans. Donc on a utilisé HubSpot. Ok. Et moi, ça me parle énormément, c'est pour ça que je suis venu. Ça m'a donné envie d'acheter le livre. Et notamment, nous, quand on rédige des emails, on essaie de se mettre à la place de la personne qui va le recevoir. Et on se dit, tiens, est-ce que je lui apporte de la valeur? Et surtout, on a une règle, c'est qu'on ne vend rien. Ouais. C'est qu'on va plutôt leur donner envie d'en savoir plus. Et c'est pour ça qu'on va promouvoir nos livres blancs et en fait on les pousse un peu comme si c'était des ouvrages et comme si c'était un cadeau qu'on offrait. Et ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Et comment tu vois, toi, dans tes pratiques de l'inbound marketing, comment tu peux te saisir du psychomarketing de Stéphane? Tu vois déjà des liens, tu te poses des questions? Oui, et peut-être un truc que j'utilise, c'est les titres des emails. Alors je ne devrais pas le dire, mais ils sont très courts et très directs, et ils donnent juste envie d'ouvrir l'email. Et après, la personne, elle est dans une autre démarche,
Et on a atteint notre premier objectif, c'est qu'elle ouvre. Et après, on peut lui raconter l'histoire. Donc voilà, c'est un petit tips. Et souvent, c'est assez fun, assez drôle. Ouais. Stéphane, par rapport justement le titre qui est important, et puis on le voit en inbound, il y a le titre, il y a l'accroche. Qu'est-ce que tu conseillerais ou à celles et ceux qui sont avec nous justement pour vraiment tirer parti du psychomarketing et pour améliorer encore plus les propos qu'ils tiennent en inbound? Alors, je pense qu'il y a une chose en inbound, et peut-être, ce n'est pas forcément de l'inbound en soi, mais c'est, on va dire, ce qu'on appelle le marketing d'acquisition. Ce que font la majorité des entreprises, et je sais parce que je l'ai vécu, c'est qu'en fait, on se focalise sur l'acquisition. Et qu'est-ce qu'on va faire? En gros, on va faire des campagnes d'acquisition, on va faire passer le prospect par un tunnel de vente, puis quand on a terminé, on a un client. Puis qu'est-ce qu'on fait ensuite? On recommence, on va refaire des campagnes d'acquisition, et on fait que de l'acquisition. Le problème, c'est que le coût d'acquisition est extrêmement cher. Ça coûte jusqu'à 5 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que d'en retenir un existant. Et puis finalement, pour faire du chiffre d'affaires, vous m'aviez dit que c'était ce que vous vouliez faire au début, il y a principalement, ou je dirais même que 5 leviers. Le premier, c'est d'avoir plus de clients. Le deuxième, c'est d'avoir plus de ventes en volume. Le troisième, c'est d'avoir plus de ventes en valeur. Le quatrième, c'est d'augmenter la taille des transactions. Et puis le cinquième, c'est d'augmenter la durée à vie des clients. Sur ces 5 leviers, il n'y en a qu'un qui concerne l'acquisition. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut se focaliser beaucoup plus sur créer des ambassadeurs. Et je n'ai pas trop envie de parler de rétention, parce que la rétention, ça signifie déjà que les clients ont envie de partir. Donc du coup, c'est pour cette raison que plutôt que de faire un tunnel de vente ou un funnel, comme on l'appelle aujourd'hui, le psychomarketing, c'est une spirale de valeur et de persuasion avec ces 7 étapes qui est infinie en fait. Une spirale est infinie. Et le but de la spirale, c'est de créer cette relation. Vous voyez, une spirale a tendance à grandir comme la relation va s'étoffer. Et le chiffre d'affaires en parallèle va également augmenter. Et tout ça de manière bienveillante. Donc voilà un petit peu le parallèle que je tire. Donc pour moi, en fait, le inbound marketing, c'est le début. C'est la première partie de l'histoire, mais ensuite, il faut continuer et puis fidéliser le plus possible ses clients et les traiter un peu comme des protégés. Dans la salle, je vois une main qui se lève. Merci beaucoup. Si tu peux te lever et te présenter en 2 mots. Bonjour. Bonjour. William Harris, enchanté. J'ai une petite question, sans doute un peu bête, mais je la pose quand même. En fait, je suis un petit peu confus. J'ai du mal à bien comprendre la différence que vous faites entre le psychomarketing et le inbound marketing. Puisque moi, aujourd'hui, dans mon quotidien, j'ai l'impression de déjà mettre un petit peu en œuvre une grande partie des 7 étapes que vous avez décrites, mais je ne me suis jamais vu comme un psychomarketeur, mais plutôt comme un inbound marketer. Donc voilà, est-ce que vous pouvez peut-être me préciser plus? Merci pour cette super question, elle est très intéressante, merci beaucoup. Stéphane? Oui, donc je pense qu'il y en a plusieurs, effectivement. Il y a le fait de commencer déjà par soi, par sa propre introspection. Ensuite, dans le psychomarketing, il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre les mécanismes cérébraux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque au inbound marketing, c'est de se dire, OK, comment fonctionne le cerveau au final? Quels sont les leviers d'attention, de motivation, d'action? Et en fait, on s'appuie justement sur ces leviers cérébraux qui sont tous décrits dans le livre. Un des éléments, c'est que ce qui est avéré, c'est que finalement, la plupart des décisions sont inconscientes. Et donc, il faut réussir à toucher l'inconscient pour pouvoir convaincre. Et puis ensuite, le dernier point, et qui est très important, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que le inbound marketing n'est pas antinomique au psychomarketing. Ce sont deux approches qui se complètent. Le psychomarketing va en fait être utilisé pour justement fidéliser et transformer en fait les clients en ambassadeurs. Parce que si vous créez des ambassadeurs qui vont eux-mêmes recommander vos produits et qui vont eux-mêmes amener des nouveaux clients, au final, vous arriverez à maximiser la productivité des investissements marketing et à recruter, parce que vous recrutez des clients moins chers, puisque c'est les ambassadeurs que vous avez créés qui vont les recruter pour vous.
ce qui va vous permettre de vous focaliser encore plus sur la rétention. Est-ce que ça veut dire que je dirais le psychomarketing et cette méthodologie, c'est plutôt une méthodologie qui peut être au service de l'inbound, c'est ça? Oui, ça. tout à fait. Oui. Mais je ne pense pas qu'il faut les... Pour moi, c'est vraiment complémentaire. Complémentaire, d'accord. Il y a à nouveau les mains qui se lèvent. Voilà. Il a goûté au plaisir de poser des questions et il revient pour une deuxième question. Je vais te demander à nouveau de te lever, merci beaucoup. Comment peut-on mesurer le psychomarketing? Est-ce qu'on peut mettre des KPI, des indicateurs derrière et quels sont-ils? Ah oui, ça se mesure comment ça? Raconte-nous tout. Excellente question et c'est aussi très important de le mesurer. C'est-à-dire que le postulat de base, c'est qu'on a tous des étapes psychiques. Qu'à chaque étape du psychomarketing, donc j'ai parlé de pré-influence, d'attention, d'attraction, de transformation, d'engagement, de tantalisation, de transactions et de récurrence, à chaque étape, on va avoir des KPI, donc des métriques pour mesurer la performance de ces éléments. Donc, après, c'est à chaque entreprise de fixer ses propres métriques. Mais typiquement, un des métriques de rétention, ça peut être le score de promoteur net, qui est très connu déjà, vastement utilisé. Le NPS, ensuite, c'est ça, le NPS, exactement. Ouais. Oui, merci. Et en fait, à chaque étape, il y a effectivement des KPI à mettre en place pour mesurer la pertinence et l'efficacité de chacun de ces KPI. Parce que c'est très important au final de savoir ce qui ne fonctionne pas et d'ajuster, tester, d'ajuster chaque étape. Ouais, ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Je voudrais savoir, il y a une main qui se lève, merci beaucoup. Je vais te demander de te lever et de te présenter rapidement. Bonjour, Apolline Collet. Vous parliez du fait que potentiellement il y avait des étapes qui n'étaient pas adaptées au B2B. Ou adaptable au B2B, parce qu'en effet, le décideur n'est pas forcément la personne qui va récupérer l'email, etc. Est-ce que vous pourriez développer les différences? Merci Apolline. Stéphane. Volontiers. En fait, en B2B, qu'est-ce qui va se passer en général versus B2C? En B2B, on va plutôt avoir ce qu'on appelle des tenders, c'est-à-dire des appels d'offres. Ça va être plutôt des équipes qui vont prendre des décisions plutôt qu'une seule personne. Mais par contre, on s'adresse toujours à des humains. Et dès lors qu'on s'adresse à des humains, on peut réutiliser les leviers en fait, du psychomarketing pour les adapter au B2B. Il faut toujours se poser la question au final, que veut notre interlocuteur? En B2B, l'interlocuteur, en l'occurrence, ça peut être un account manager ou que sais-je, va vouloir plaire à son chef, va vouloir obtenir une promotion, et on peut adapter ces outils pour pouvoir satisfaire le besoin de cette personne. Ensuite, un des éléments qui est peut-être moins, je dirais, adapté ou qu'il faut adapter pour le B2B, c'est la tantalisation, parce que la tantalisation est plus compliquée à faire en B2B. On l'a faite notamment quand on a par exemple, typiquement, on répond à un tender et on dit au client, OK, bon ben, je dois vous dire, il faut que ce soit vrai évidemment, mais les stocks sont limités. Si vous voulez qu'on vous privilégie, il va falloir, on peut malheureusement pas livrer ces produits-là tout de suite, donc il va falloir être rapide. Et là, on tantalise un petit peu, mais il faut le faire de manière très subtile et il faut que ce soit évidemment avéré. Et il y a effectivement des adaptations à faire. Je dirais la base de la méthodologie, on peut l'utiliser telle qu'elle, mais pour chaque type d'entreprise, ensuite, il faut l'adapter. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui travaillent dans le secteur du retail? Je voudrais, si vous pouvez lever la main. Non. Oui. Dans les telcos, non plus. Si, une main se lève. Est-ce qu'on peut lui passer le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je voudrais savoir, toi qui es dans le secteur des telcos, dans ce que tu viens d'entendre des propos de Stéphane et des conversations qu'on a, qu'est-ce que ça t'amène à te poser comme question sur ton propre secteur d'activité? Bonjour, on m'entend bien. Donc, bonjour. Aurore Payou, donc société Telsi, donc effectivement une société dans le domaine des logiciels pour les sociétés qui font de la relation client, donc un tout petit secteur, on fait du B2B. Et alors ça m'amène pas mal de réflexions. Je me dis déjà qu'effectivement on ne capitalise pas suffisamment sur la notion de fidélisation.
on travaille beaucoup sur l'acquisition dans notre service, alors qu'en fait, effectivement, la valeur, elle est plutôt sur nos clients, surtout qu'on est sur des opportunités avec des montants assez conséquents. Et je me dis qu'il va falloir qu'on aille à la rencontre de nos clients pour essayer de comprendre un peu mieux comment ils fonctionnent effectivement en termes de mécanismes psychiques, savoir ce qu'il y a derrière leurs décisions et ce qui les motive pour pouvoir comprendre un peu mieux leur mode de fonctionnement. Parce qu'effectivement, l'acquisition, je la trouve de plus en plus compliquée et je pense qu'il va falloir qu'on aille chercher d'autres leviers demain pour réussir notre mission. Okay. Merci beaucoup. Stéphane, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? C'est pas évident parce que ça veut dire qu'elle va changer un peu son modèle. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil pour avoir des billes demain, aller convaincre ses collègues, ses collaborateurs en disant il faut qu'on ouvre cet autre pan d'activité? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour qu'elle gagne du temps? La première chose pour convaincre peut-être le management de focaliser plus, parce que le management, forcément, tous les managements, les conseils d'administration, veulent de l'acquisition, c'est naturel, mais il faut réussir à démontrer financièrement la viabilité de la rétention. Et quelle est la valeur à vie du client aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut l'étendre? Et quel est l'impact financier d'un client qui consomme plus longtemps et qui devient ambassadeur, donc qui amène de lui-même peut-être d'autres affaires? Et en faisant cet exercice-là, je pense que ça aide beaucoup à convaincre en fait les personnes dans la hiérarchie à se focaliser plus sur la rétention. Par contre, peut-être juste un point, c'est que je ne suis pas en train de dire non plus qu'il ne faut plus faire d'acquisition. Hein. Ce n'est pas du tout le message, juste qu'on soit clair. Ok, merci beaucoup pour cette question. Y a des personnes qui sont dans des activités de conseil ici, ou pas? Oui, levez la main. J'aimerais qu'on passe le micro à la dame qui est avec des lunettes, là, au premier. Oui, c'est ça, ici, merci. Toi, tu peux te lever, te présenter. Merci beaucoup, c'est sympa. Qu'est-ce que ça t'amène comme question par rapport à ton métier de conseil? Bonjour. Ça confirme des pratiques déjà pas mal ancrées chez moi, mais je débute. Tu débutes, d'accord. Voilà. Ok. Donc, super. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à des personnes qui débutent justement? C'est un peu ancré, mais c'est le premier chemin. Comment on évite les premiers écueils? Forcément, quand on démarre, on a toujours quelques écueils. On s'y prend comment? Je pense que la démarche, en fait, au début, c'est vraiment bien se connaître, je l'ai dit tout à l'heure. Puis ensuite, c'est d'appréhender en fait, les outils petit à petit, en fait, simplement de commencer à les comprendre. Comprendre comment dresser le client spécimen sceptique à travers les 20 questions, faire l'exercice de dresser ces clients spécimens sceptiques. Si c'est dans le conseil, ça peut être vos clients. Qui sont vos clients spécimens sceptiques aujourd'hui au sein de vos clients et qu'est-ce qui leur manque? En fait, dans la trame des 20 questions, il y a justement quelles sont les croyances notamment de ces clients, qu'est-ce qui leur manque, quelles sont leurs peurs, quels sont leurs blocages, leurs barrages, leurs freins. Et justement, ça c'est un exercice à faire également. Et puis ensuite, d'essayer de dresser une spirale de valeur et de persuasion avec les 7 étapes. Le but de la spirale de valeur et de persuasion, au final, c'est de délivrer tellement de valeur tout au long du processus qu'au final, les prospects vont s'auto-persuader qu'on est la meilleure solution pour eux. Et c'est pour ça qu'on l'appelle spirale de valeur et de persuasion. Ok. Je voudrais que tu nous donnes, parce que c'est très important, je pense que si on veut ramener de la valeur dans nos entreprises, rien de tel que des exemples. Est-ce que tu pourrais nous donner 1 ou 2 exemples? Tu dis, voilà, cette entreprise-là, voilà comment ils sont appropriés le psychomarketing, et voilà le truc très intéressant qu'ils ont réussi à faire. Je pense qu'il y a un exemple, en tout cas en termes de fidélisation, indéniable, que vous pouvez aller regarder. C'est ce qu'a fait l'entreprise Zappos aux États-Unis. Et c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Parce que tout vient du fondateur, qui était quelqu'un qui est malheureusement... Tu peux préciser le secteur d'activité de Zappos? Ils sont à Las Vegas, si je ne me trompe pas, ils sont basés à Las Vegas. Effectivement, c'est peut-être pas connu en France. Zappos, c'est une entreprise qui... C'est un peu vous connaissez en France Zalando? Oui, Zalando. Oui. C'est le Zalando un peu américain, mais ils ont commencé il y a longtemps. Ils vendent des chaussures, ils font du commerce de chaussures en ligne. C'était une des premières entreprises à faire ça. Zappos
a été tellement valorisé qu'ils ont été rachetés par Amazon pour une grosse somme il y a quelques années. Et Amazon était tellement émerveillé de ce qu'ils ont construit qu'ils ont décidé de le garder tel quel et pas de le fondre complètement au sein d'Amazon. Et ce que Zappos a réussi à faire, c'est à créer une relation avec chaque client précieuse, parce que quand un client recevait ses paires de chaussures chez lui, au final, il était accueilli par un standardiste, mais c'était beaucoup plus qu'un standardiste, c'était quelqu'un qui était là pour résoudre tous ses problèmes au final. Alors de temps en temps, le client recevait des fleurs avec ses chaussures, ou alors ils n'avaient pas la bonne pointure, donc ils l'envoyaient directement chez un concurrent en disant au coin de la rue, là, il y a un magasin de chaussures, vous allez là-bas et on vous rembourse. Et il y a plein d'exemples de ce que Zappos a créé qui est merveilleux. Donc, moi, j'utilise actuellement aussi un software pour vendre notamment mes produits en ligne qui s'appelle Kajabi. Comment ça s'écrit? Kajabi. Kajabi. K-A-J-A-B-I. D'accord. Et qui fait un incroyable travail également, à la fois dans l'acquisition, mais aussi de la rétention, en valorisant leurs clients, c'est-à-dire en starifiant finalement les clients. Et là, vous pouvez aussi aller voir ce qu'ils font, c'est très intéressant. Il y a plein d'exemples. Dans le livre, il y a l'exemple Google, notamment Gmail, Nespresso. Il y a pas mal d'exemples en fait à consulter. À découvrir. Bon, je rappelle tout à l'heure, il y a des séances de dédicaces. Si vous voulez, il y a un endroit où vous pouvez rencontrer Stéphane et continuer d'échanger avec lui. Je vois une main qui se lève là-bas, donc on va lui passer le micro. Je vais te demander de te lever, de te présenter rapidement et de poser ta question. Oui, merci beaucoup Olivier Arnoux, société Qualtrics. Zappos est un client Qualtrics d'ailleurs. Et Zappos, c'est aussi une entreprise connue pour la gestion de ses ressources humaines. Et c'est presque même avant le client, ce sont les collaborateurs. Alors, je voudrais justement avoir quelques retours sur l'intégration des équipes au service du psychomarketing, notamment quand on veut créer un lien émotionnel avec son client. Si au niveau des équipes, ça ne suit pas, donc quels seraient les conseils ou en tout cas les priorités? Comment intégrer notamment les ressources humaines sur un projet psychomarketing? Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Pour moi, ce serait vraiment d'intégrer, merci pour la question déjà, mais d'intégrer la bienveillance comme valeur au sein de l'entreprise. Et c'est plus que du service client au final. On a tendance à traiter les clients comme des clients, mais dès lors qu'on les traite comme des clients, ce sont des clients. Mais par contre, c'est ce que Zappos a réussi à faire, c'est finalement leurs clients, en fait, ils les traitaient vraiment comme des humains, comme des amis, et c'est des valeurs qu'il faut réussir à distiller au sein de la société. Effectivement, comme vous l'avez souligné, Zappos, ils ont réussi à le faire. En fait, c'est ancré dans leurs valeurs, dans leur DNA, en fait. C'est vrai que Zappos, c'est assez incroyable. C'est une boîte qui est capable de filer un chèque à la personne qui s'en va au bout d'un mois. Ça fait partie de leur façon de recruter, c'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper. Et ça, c'est pour éviter les polluants. C'est ça, si j'ai bien compris, c'est pour éviter les polluants, des gens qui restent et donc il y a le droit à l'erreur qui est mis au cœur du sujet. On a parlé de psychomarketing. Moi, j'aimerais qu'on regarde si psychomarketing est éthique. Je trouve que c'est important. Tu le disais, on est sur des relations long terme. Comment ça marche, le psychomarketing et l'éthique? Ça revient à une des questions qui était un petit peu sur quelle est la part de manipulation dans cette histoire, Stéphane? Bon, on ne va pas se mentir, on est tous marketeurs ici, donc on est tous un peu manipulateurs. Hein. Ah bon? Et au final, manipuler, en fait, c'est peut-être un mot un peu fort, hein, mais moi, je le vois un petit peu comme un couteau suisse. Je suis suisse, mais un couteau suisse, on peut l'utiliser pour créer de la valeur, entre guillemets, on peut l'utiliser comme aide, mais on peut l'utiliser comme arme aussi. Et je pense que quand on a des outils puissants comme le marketing ou le psychomarketing, on a une responsabilité tout aussi grande de bienveillance et de traiter les gens le mieux possible, parce que ce serait facile, effectivement, entre guillemets, d'arnaquer les gens. Et ça existe, hein. Il ne faut pas se mentir, il y a des gens qui utilisent ces mêmes techniques pour arnaquer, et ce n'est pas le message, moi, que je souhaite véhiculer. Au contraire, je pense qu'il faut justement redonner ces lettres de noblesse au marketing, au psychomarketing de toute façon, parce que malheureusement, le marketing, c'est quand même assez mal vu au sein de la société, et a raison parfois. Donc je pense que l'éthique, c'est clé.
L'éthique, c'est clé. Si on fait un peu de prospective à 3, 4, 5 ans, comment tu vois le psychomarketing? C'est quoi un marketeur qui gagne avec le psychomarketing? Alors c'est un marketeur qui a réussi justement à créer des ambassadeurs et qui a réussi à créer un cercle vertueux parce qu'il a mis en place justement tout l'ensemble de la méthode et en fait il va utiliser ce cercle vertueux pour pouvoir croître et il va l'optimiser sans cesse. Parce qu'en fait, au final, le psychomarketing, il y a des outils qui existent, mais il y a toujours des nouvelles choses. Vous savez qu'on est on est à l'heure du Web 3, donc il va falloir adapter également ces outils-là pour cette nouvelle ère. Super. Allez, il nous reste quelques minutes avant qu'on enchaîne avec d'autres conférences. Je ne vais pas vous mettre en retard sur les autres conférences auxquelles vous allez participer. Si tu avais un cadeau à donner à celles et ceux qui sont avec nous, qui puissent ramener dans leur entreprise, qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner? Moi, je vous propose alors on a 3 minutes, ça va être short, mais je vous propose peut-être de noter ces 10 questions que vous pouvez vous poser. La première question, c'est de vous demander quels sont mes biais cognitifs aujourd'hui, mes croyances limitantes, qu'est-ce qui me permet pas de voir le marché de manière objective. La deuxième question, c'est quel est mon client spécimen sceptique. La troisième question, c'est quel est le niveau de conscience de mon client spécimen sceptique par rapport à mon marché, par rapport à mon produit. Est-ce qu'il est conscient du marché ou du besoin qu'il a et du produit en l'occurrence? La quatrième question, c'est quelles sont les mesures de pré-influence que je peux mettre en place pour être connu au sein de ma communauté de mes clients avant même qu'ils entrent en contact avec moi. Ensuite, la question suivante, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour attirer des clients? Quelle valeur est-ce que je peux leur donner en échange de leurs coordonnées? Quelle est la transformation que je dois générer auprès de mes clients? Ou qu'est-ce que je dois leur montrer comme transformation? Ensuite, quelle est l'histoire que je veux leur raconter pour les engager? Comment est-ce que je peux les tantaliser? Quelle est la transaction que je vais leur proposer? L'offre irrésistible que je vais leur mettre sous le nez pour qu'ils convertissent. Et enfin, le plus important, quels sont les outils que je peux mettre en place pour pouvoir les retenir, c'est-à-dire en faire des ambassadeurs. Et il y a plein d'outils en fait dans la méthodologie. Merci infiniment pour le cadeau. Je pense qu'on peut applaudir Stéphane. Merci à toi. Merci. Merci aussi à vous. Merci à vous qui avez posé des questions. C'est important qu'on converse. On va continuer toute cette journée sur le même principe. Donc, soyez prêts, entraînez-vous. Petite pause et on réattaque. Peut-être juste, donc en fait, je vais dédicacer des livres. Vous pouvez acheter les livres. Pour les 7 premiers qui arrivent ou premières qui arrivent, je vous offre cet autre livre, 22 lois que vos concurrents auraient voulu connaître avant vous, un autre livre de psychomarketing qui vous est offert gratuitement. Et puis un dernier cadeau, vous pouvez aller sur psychomarketing.com/surprise et là vous avez un audio avec justement des outils de psychomarketing. C'est gratuit, il n'y a rien à vendre, vous entrez juste votre adresse email. C'est cadeau, c'est pour vous. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous. Merci.